Eh, vous savez quel animal a 3 bosses ? Non. La réponse en fin de vidéo. Mais avant ça, on va se pencher sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, le deuxième film d'Alain Chabat, pour tenter de comprendre en quoi cette comédie historique appartient au passé. Nous sommes en 2002. L'abbé Pierre est la personnalité préférée des Français, les Bleus sont favoris pour la prochaine Coupe du Monde, Kamel et Félicien font leur entrée dans le Loft saison 2, et Lionel Jospin a toutes les chances d'être élu président de la République. Imaginez juste que vous soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui? Mission Cléopâtre, c'est l'histoire d'une reine avec un joli nez qui engage un jeune architecte pour lui construire un palais grandiose et impressionner son Jules. César en l'occurrence. Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. Dépassé par sa mission, l'architecte interprété par Jamel Debbouze va chercher de l'aide dans un petit village tout là-haut en Armorique qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est par où le village des Gaulois? Vous suivez les baffes et normalement ils sont au bout là. Leur droïde s'appelle Panoramix, mais tout ça vous le savez déjà puisque comme des dizaines de millions de lecteurs à travers le monde, il vous est sûrement déjà arrivé de feuilleter Astérix, la bande dessinée. Tu connais Astérix? Oui. Qui est-ce? C'est un Gaulois. Pour compagnon Obélisque? C'est en 1959, dans les pages du magazine Pilote, que paraît la première aventure du héros créé par le scénariste René Goscinny Présent. et le dessinateur Albert Uderzo. Présent. Reprenant les standards de la BD franco-belge, ce petit Gaulois futé et son pote tombé dans la marmite ne tardent pas à séduire les Français, mais pas que, puisque les albums sont progressivement traduits dans de nombreuses langues, imposant Astérix et Obélix comme des figures incontournables de la pop culture mondiale. Dans l'entourage de Goscinny et Uderzo, on se dit alors très vite qu'il y aurait un paquet de sesterces à se faire avec une adaptation pour le cinéma ou la télévision. Dès le début, 2 approches sont envisagées. D'un côté, l'animation, de l'autre, la prise de vue réelle. Côté animation, les contraintes sont nombreuses. À l'époque, en dehors des studios Disney, qui monopolisent le secteur depuis une trentaine d'années, personne ne dispose des fonds suffisants pour produire une animation de qualité sur la durée entière d'un long métrage. Le cinéaste Paul Grimaud peut en témoigner, lui qui galère depuis 1945 sur son projet Le Roi et l'Oiseau, qu'il mettra au total 35 ans à finaliser. Acceptez-vous, sire, de prendre cette modeste bergère pour épouse? Oui. À cette question financière s'ajoute un défi artistique, car si la bande dessinée est l'art de l'ellipse et de la discontinuité, il s'agit au cinéma de remplir les blancs entre les cases. Pas une mince affaire quand on essaie d'adapter le style d'Uderzo, rempli d'exagérations et de mouvements impossibles. Si le dessinateur rêve de porter Astérix à l'écran, lui et son scénariste se rendent bien compte de la complexité de la tâche et hésitent à se lancer. Ce n'est pas le cas de leur éditeur Georges Dargaud, qui en 65 prend l'initiative sans leur demander leur avis de confier à un petit studio belge la réalisation d'une adaptation, d'abord pensée comme une série télé, mais qui va finalement sortir en salle sous forme de long métrage. Oh, druide, ça marche! Lorsque Goscinny et Uderzo, mis devant le fait accompli, découvrent le résultat, ils sont tout bonnement horrifiés par cette animation plus que sommaire. C'était foudrage. C'est épouvantable, c'est mauvais. C'est du carton qui bouge, là. Il y avait le corps qui était même pas animé, il y avait que les pattes en dessous. Enfin bref, c'est effroyable. Et pourtant, il faut croire que le film répond aux attentes du public, puisqu'il fait un carton en salle, au point de figurer parmi les plus gros succès de l'année. De quoi faire réfléchir les 2 auteurs, qui acceptent alors la production d'un second film, à condition, cette fois-ci, de prendre en charge l'aspect artistique. C'est ainsi que sort l'année suivante l'adaptation d'un album dont on n'a pas fini de parler dans cette vidéo. Les hiéroglyphes qui ornent cette salle sont magnifiques. Avec Goscinny et Uderzo aux manettes, le résultat est nettement plus convaincant. Les 2 acolytes supervisent minutieusement toutes les étapes de la production, des croquis préparatoires à l'élaboration des décors, et optimisent le scénario pour atteindre une moyenne d'1 gag par seconde. En tout cas, c'est marqué sur l'affiche, on va pas s'amuser à compter. Mais surtout, ils s'inspirent des grands classiques Disney pour truffer le film de chansons qu'on écoutera encore en boucle 50 ans plus tard, comme ce banger impérissable. Dans un grand bol de strychnine, del délié, de la morphine, faire tiédir à la casserole, un bon verre de pétrole. Le film est un grand succès en salle, Goscinny et Uderzo se prennent au jeu et font bloquer une nouvelle adaptation nulle produite dans leur dos par Dargaud, bien décidés à garder la main sur tous les futurs projets. On pourrait notamment vous parler des 12 travaux d'Astérix, pour lesquels ils vont créer leur propre studio d'animation, mais on est peut-être en train de s'égarer, puisqu'on vous avait promis de parler de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui, comme chacun sait, est un film en prise de vue réelle, avec des acteurs, des vrais. Vous êtes Astérix? Rix, Astérix. Et d'ailleurs, justement, il se trouve qu'il y a aussi eu très tôt une tentative d'adaptation en prise de vue réelle. David, tu fais quoi? Je compte les gags. Comment ça, tu comptes les gags? Non, mais t'inquiète, tu vas voir, ça va nous servir. 47, 48... Alors, juste, est-ce que tu peux compter dans ta tête? Ah oui, pardon. Où j'en étais, moi? Ah oui.
Très tôt, une première tentative d'adaptation en prise de vue réelle est destinée à la télévision. Réalisée en 67 par Pierre Tchernia, De Romain en Gaulle prend le parti de décaler le point de vue en se concentrant sur un duo de légionnaires un peu flemmards, désertant les champs de bataille pour aller chiner de la gauloise dans les rues de Lutèce. Ticket de bus. Prospectus. Le scénario est signé par Goscinny et Uderzo eux-mêmes, qui en font surtout un prétexte pour faire défiler toutes les vedettes de l'époque, de Jean-Yann à Francis Blanche, en passant par Pierre Dac et Lino Ventura. Quant à Astérix et Obélix, ils n'apparaissent que sous leur forme dessinée et n'ont pas plus qu'un rôle de figuration dans l'histoire. Mais ils sont vraiment fous, ces Romains. Difficile donc de considérer ce film comme une véritable adaptation, et on peut même se demander si un tel parti pris n'a pas été un moyen pour les deux auteurs de se dérober devant la difficulté. Car si, comme on l'a dit, adapter une BD en dessin animé, c'est déjà très compliqué, adapter une BD en prise de vue réelle, c'est carrément casse-gueule. Comme l'explique le théoricien de la bande dessinée Thierry Grunstein, 7e et 9e art n'ont au fond pas grand-chose en commun. Selon lui, en comparaison de la BD, le cinéma produit une image pauvre. Alors oui, c'est un peu violent dit comme ça, mais pas complètement faux. Dans un film, le défilement rapide des images impose de limiter la quantité d'informations qu'on montre à l'écran pour laisser au spectateur le temps de les assimiler. En bande dessinée, le lecteur a tout son temps pour profiter des détails, que ce soit des informations visuelles, des répliques de personnages secondaires ou des petits gags furtifs. Paradoxalement, la bande dessinée n'a besoin que de très peu d'effets pour être efficace. Grâce à l'imagination du lecteur, quelques traits suffisent pour créer l'illusion du mouvement et de la vitesse, là où le cinéma se doit de décomposer l'action, parfois de manière un peu laborieuse. Je ne m'encombre jamais d'un revolver. Mes mains et mes pieds suffisent. Ce passage au réel est d'autant plus délicat dans le cas particulier de la BD d'humour franco-belge qui se caractérise par un dessin outrancier et burlesque. Des gros nez, des corps difformes, parfois même une couille qui dépasse, et des postures ultra expressives qui n'ont aucun équivalent dans le monde réel. Mes personnages sont monstrueux. Vous rencontrez des personnages comme ça au coin d'un bois, ben vous vous sauvez en courant. C'est un accord qui se fait avec le lecteur dans la bande dessinée, mais en fait, il n'est pas souhaitable que ces personnages-là soient transposés comme ça, en chair et en os. C'est notamment pour ça que le dessinateur André Franquin s'était fermement opposé à l'adaptation de Gaston Lagaffe au cinéma. Lorsque, malgré ses réticences, un film est quand même produit dans les années 80 en changeant le nom des personnages, le résultat ne fait que confirmer ses craintes. Je fais de mon mieux, monsieur. Monsieur Dumoulin. Venez, je vais vous présenter à mon bras droit, monsieur Brunus. Ainsi porté à l'écran, l'univers de Franquin semble dévitalisé et on a bien du mal à retrouver notre Gaston dans l'interprétation du brave Roger Miremont. Vous êtes renvoyé, viré, lourdé. Lourdé ? Oui, lourdé. Enfin. En fait, si on a la sensation de ne pas retrouver les héros qui nous ont fait rêver, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas été conçus comme des créatures de chair et d'os. Tintin est une abstraction. Ce jeune et faible en pantalon de golf qui poursuit les méchants avec son fox terrier n'a pas vocation à exister réellement. Toutes les apparences sont contre nous, capitaine. C'est ça, trouver-leur des excuses. En clair, aucun être humain, pas même Terence Hill ou Jean Dujardin, ne peut vraiment restituer la quintessence de Lucky Luke, pas plus que Michael Youn celle d'Is No Good ou Anémone celle de Raymond de Bidochon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un roman, j'ai lu en entier. Maintenant, je sais tout. Passe-moi ton assiette. La tâche paraît d'autant plus insurmontable pour Astérix, qui en plus des contraintes qu'on vient de mentionner, implique de trouver un moyen de restituer les pouvoirs extraordinaires de la potion magique à une époque où les effets spéciaux numériques n'existent pas encore. Ah, c'est chaud, c'est pas mauvais. Poireaux et oseille. En tout cas, au début des années 70, Goscinny ne préfère même pas l'envisager. Le scénariste, mort prématurément en 77, n'aura donc jamais vu son petit Gaulois en vrai et aura dû se contenter des adaptations animées. 525. Pardon ? J'ai fini de compter, il y a 525 gags. Dans la BD ? Non, dans le film. 45 anachronismes, 49 gags visuels, 13 gags méta. T'aurais pas un peu forcé sur ton truc là ? Tu veux dire mon Holy Goo fraise mandarine? T'en veux? Non merci, je suis pas très fan des boissons énergisantes. Combien de gags méta t'as dit ? 13. À la base, moi non plus, mais c'est pas mal pour aider à se focus. Et il y a des goûts que j'aime vraiment bien. En fait, je vois ça comme une alternative au soft drink habituel. C'est sans sucre, il y a pas de taurine. Il y a aussi des iced tea et des milkshakes si tu préfères. Je t'en prépare un? Y a quoi comme goût en milkshake ? Bon alors, effectivement, j'ai goûté au lit, et notamment leur milkshake à la banane, et c'est tout simplement excellent. Si vous aussi vous voulez tester, le plus simple c'est de commander le Starter Set Deluxe, qui contient un shaker et des sachets issus des 4 gammes Energy, Hydration, Iced Tea et Milkshake. Avec le code Mission Calmos, vous bénéficiez de 10% sur votre première commande. Bon, et maintenant qu'on a fini de compter les gags, on va enfin pouvoir vous parler de Mission Cléopâtre. Mais pour bien comprendre la jeunesse du film, il faut commencer dans les années 90. Depuis sa création, la popularité d'Astérix n'a fait que s'accroître, au point de devenir la série de BD la plus vendue dans le monde.
En plus des albums qui, même après la mort de Goscinny, continuent d'être tirés à des millions d'exemplaires, Astérix a suivi le modèle de Star Wars et Disney en donnant lieu à d'innombrables produits dérivés et l'ouverture en 89 du parc Astérix. Chers amis, bonsoir, bienvenue au parc Astérix pour une visite exceptionnelle. Dans les années 90, Astérix n'est donc plus seulement une franchise à succès, mais un héros national, bien installé dans les imaginaires et avec lequel la plupart des jeunes Français ont grandi. C'est notamment le cas de Thomas, un jeune comédien qui, alors que sa carrière est en train de décoller grâce à des films plutôt intello, mûrit le rêve secret de produire une grande adaptation d'Astérix en live action. J'ai 19 ans, je fais ce que je veux. Bon, le Thomas en question a un petit avantage sur tout le monde, il s'appelle Thomas Langman et c'est le fils d'un des plus grands producteurs français, Claude Berry. Alors, l'idée fait son chemin, d'autant qu'outre-Atlantique, les adaptations d'une poignée de comics super populaires cartonnent en salle depuis quelques années, grâce notamment au progrès spectaculaire des effets spéciaux numériques. En parallèle, ces avancées technologiques ont commencé à gagner le cinéma français, permettant notamment à Jean-Marie Poiré de mettre en œuvre un projet impossible de comédie à la fois historique et fantastique, qui va devenir le plus grand succès de l'année 93. Ils sont partis dans les couloirs du temps. Maintenant que les limites techniques du cinéma ne sont plus un problème, Thomas Langman est persuadé qu'il est temps de monter Astérix et parvient à convaincre Sylvie Uderzo, la fille du dessinateur, qui gère les droits de la saga. Mais leurs papas respectifs restent plus sceptiques, car il reste une difficulté de taille qu'on a déjà évoquée, le casting. Par le passé, plusieurs projets s'y sont d'ailleurs cassés les dents, comme celui de Claude Lelouch dans les années 60, qui suggère de sillonner les rues à la recherche de tronches correspondant aux différents personnages, ou celui de Louis de Funès, qui se verrait bien dans le rôle d'Astérix, à condition de jouer sans moustache. Non, c'est quand même un peu exagéré. Ils trouvent ça bizarre. À l'époque, ces pistes pas très sérieuses n'ont abouti à rien, mais la situation est différente à l'orée des années 90, car entre-temps, le paysage cinématographique français a vu apparaître un ovni dont Thomas Langman va faire son premier choix pour le rôle d'Obélix, Gérard Depardieu. Révélé par Bertrand Blier dans les années 70, Depardieu a toujours eu un statut particulier dans le cinéma français, alternant films d'auteur pointus et grandes comédies populaires, avant d'acquérir une stature internationale dans les années 90 avec le succès de Cyrano de Bergerac. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. À l'époque, bien que déjà une polémique sur des déclarations douteuses l'empêche de remporter l'Oscar, Depardieu n'est pas encore l'homme accusé de viol, mis en examen puis condamné en première instance pour agression sexuelle. Il est au contraire adulé, aussi bien par le public que par la profession, apparaît dans au moins 4 films par an et semble pouvoir absolument tout jouer, du directeur d'usine au braqueur au cœur tendre, en passant par l'icône révolutionnaire ou le prêtre en plein doute. Vous savez, il ne faut pas longtemps pour juger un homme comme moi. Alors, lorsqu'on lui propose d'incarner l'un des personnages cultes de la BD à la française, Depardieu se dit que c'est dans ses cordes. Ah ça c'est sûr, c'est un roc, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. C'est cette idée de casting qui convainc Albert Uderzo de la pertinence du projet. Pour lui, seul Depardieu peut rendre plausible à l'écran cet étrange amalgame entre un corps de géant et une naïveté d'enfant. Tu manges des betteraves? Oui. Suite à l'accord de Depardieu, Thomas termine de convaincre son père en associant au projet 2 autres poids lourds du box-office, Christian Clavier pour le rôle d'Astérix et Jean-Marie Poiré à la mise en scène. Problème, Poiré veut d'abord tourner un autre film avec le duo Clavier-Depardieu, une autre comédie fantastique bourrée d'effets spéciaux qui va retarder une nouvelle fois le projet Astérix. Tu es devenu un salaud, Toutou. Regarde devant toi, sinon tu vas t'emboutir. Ce léger contretemps oblige Berry à se rabattre sur Claude Zidi pour l'écriture et la réalisation. Pour le rôle d'Astérix, c'est alors Daniel Auteuil qui tient la corde et qui passe même un essai concluant avec casque et moustache avant de se désister pour aller tourner un film beaucoup moins marrant avec Juliette Binoche. Je ne plaisante pas, Jean. Et moi non plus. Le costume reviendra finalement à Christian Clavier, de nouveau libre après le tournage des Visiteurs 2. Je tiens à préciser que ça n'est pas mon nez. Nous sommes alors en 98, le projet aura mis 5 ans à se monter, mais cette fois-ci, ça y est, Astérix est sur le point de devenir réalité. La production du film est surveillée de près par Albert Uderzo, particulièrement vigilant sur 2 points fondamentaux. D'abord, le film devra se donner les moyens de ses ambitions en mettant le paquet sur les décors et les effets spéciaux. Bravo, Félix! Ensuite, il devra respecter scrupuleusement l'esprit de l'œuvre originale. Ce dernier point est particulièrement intéressant parce qu'au fond, respecter Astérix, ça veut dire quoi exactement? Ça m'a juste pris 2 ans pour essayer de trouver l'univers qu'il fallait, c'est tout, ça va, sinon... Si le chef décorateur Jean Rabas a visiblement sué sang et eau pour restituer les décors chatoyants d'Uderzo, l'esprit d'Astérix ne se résume pas à son univers pictural. C'est aussi, avant tout, une écriture et une sensibilité humoristique bien particulières. Mon discours te fait rire? C'est Trollibus, il me racontait une histoire belge. Bien conscient de la difficulté d'adapter du Goscinny,
Claude Berry a soumis le script de Zidi à plusieurs autres auteurs en leur demandant de peaufiner les dialogues. Parmi eux, il y a Alain Chabat, qui travaille alors sur son premier film en tant que réalisateur. Il a un potentiel énorme, à mon avis. Chabat est un fan inconditionnel d'Astérix, mais il décline la proposition en expliquant, comme le rapportera plus tard Berry dans son autobiographie, que c'est bien, mais pas assez fidèle à l'esprit de Goscinny et d'Uderzo. J'aurais fait autrement si j'avais fait le film. Ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, puisque lorsqu'il s'agira de mettre en chantier un second épisode suite au succès du film de Zidi, Claude Berry va cette fois-ci proposer directement à Chabat d'écrire et réaliser sa propre adaptation. Il est donc grand temps maintenant de parler d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, un film où Alain Chabat, avec le même budget et les mêmes acteurs principaux que Claude Zidi, a effectivement fait autrement. En tout cas, j'ai plus d'appétit qu'à Barracuda. Barracuda. Sur la question de l'adaptation, déjà, les deux auteurs sont partis dans des directions opposées. Astérix et Obélix contre César s'appuyait sur une intrigue inédite, tout en piochant des éléments dans une multitude d'albums. Il est pas frais ton poisson! Quoi, il est pas frais? Sentez-moi ça! On retrouvait bien sûr le village gaulois et ses principaux habitants, mais aussi le personnage de Prolix tiré du Devin, les embrouilles autour d'un trésor inspiré d'Astérix et le Chaudron, le crush d'Obélix pour Falbala issu d'Astérix Légionnaire, ou encore le congrès des druides aperçu dans Astérix chez les Goths. Je déclare la 2000e cérémonie de la Serpe d'Or ouverte! Du matériau original, Zidi a surtout pioché de quoi faire un grand film d'aventure. Il a ainsi pu conserver les éléments qu'il estimait les plus cinématographiques, tout en se laissant la liberté d'inventer des scènes originales, comme la spectaculaire séquence du cirque, 12 minutes d'action pure et d'effets spéciaux gonflés à l'hélium. En comparaison, la démarche de Chabat est plus directe puisqu'il est parti d'un album en particulier, Astérix et Cléopâtre, qui s'inspirait d'ailleurs initialement d'un film de cinéma. En l'occurrence un péplum de Mankiewicz, connu pour être à sa sortie le film le plus cher de tous les temps. Un choix très ambitieux donc et à fort potentiel cinématographique. Ma reine, alors ça quelle bonne surprise, qu'est-ce qu'il fait ? Cela dit, pour rendre à Claude Berry ce qui n'appartient donc pas à César, c'est en fait plutôt le producteur qui a encouragé le choix de cet album pharaonique, alors que Chabat hésitait entre Astérix Gladiateur et Astérix Légionnaire, deux options nettement plus modestes. Cette modestie est d'ailleurs caractéristique du style Chabat, qui cultive dans ses comédies un certain goût pour le banal et l'anti-spectaculaire. Oula, ça fait des petits guillis au ventre quand ça s'arrête. On le constate d'ailleurs immédiatement par son interprétation de César, beaucoup plus décontractée que ce qu'avait proposé Gottfried John dans le premier volet. On se révolte contre César? On résiste aux légions romaines? Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte c'est pas non plus... En fait, si on a éventuellement pu le connaître plus flamboyant à ses débuts, Alain Chabat, d'autant plus depuis sa participation au Goût des autres d'Agnès Jaoui, s'illustre par son ton calme et posé, par le flegme aussi, avec lequel il présentait à l'époque le Burger Quiz. Quel gros animal dort tout l'hiver, mange du miel et fait... Cette modération dans les effets se retrouve dans Mission Cléopâtre, où Chabat demande à ses comédiens un maximum de naturel dans le jeu, là où les acteurs du premier film s'échinaient au contraire à restituer l'outrance du dessin d'Uderzo. Quello che io invento è una imitazione del fumetto. Io vorrei essere un personaggio da fumetto, sono le cose più grandi, più straordinarie. Plutôt que de verser dans la surenchère, Chabat préfère créer le décalage en développant un autre des ressorts comiques de la BD qui consiste à prêter aux personnages antiques des comportements modernes. Alors comme ça, vous êtes gaulois? Oui. Oh, qu'est-ce que ça s'est réchauffé ces derniers temps? En introduisant la banalité du quotidien dans le récit d'aventure, Chabat neutralise le caractère héroïque de ses personnages et les rend plus humains. C'est croquant au milieu. C'est le noyau. Dans le cas particulier d'Astérix, on constate même une volonté très claire quand on compare les deux films de déjacouilliser le personnage incarné par Christian Clavier. Le sort de toute l'Égypte est entre tes mains. Ne fais pas un peu trop là? Mon sort est entre tes mains. Mieux. Au-delà même de la direction d'acteur, Chabat joue globalement beaucoup du contraste entre son humour low cost et les décors grandioses de la superproduction, en choisissant par exemple d'interrompre une scène d'affrontement épique pour la désamorcer par un gag à la con. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Une telle séquence, tout à fait fidèle à l'esprit de la BD, puisqu'on trouve à peu près le même gag dans Astérix chez les Belges, est impensable dans la version de Zidi, qui place l'action et l'aventure au centre de son film. Si Mission Cléopâtre reste également un film à grand spectacle, les scènes d'action y sont constamment désamorcées par des gags absurdes ou des répliques décalées. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Non, ça va. Car pour Chabat, ce qui fait vraiment d'Astérix Astérix, c'est son humour. Du matériau initial, il cherche donc à puiser en priorité ce qui va créer de la comédie. Gags burlesques, anachronismes, inventions visuelles ou références historiques et artistiques. Écartez-vous derrière, on sort.
Seulement, si certains gags sont directement prêts à l'emploi et peuvent être transposés au cinéma par simple glisser-déposer, d'autres aspects du comique de la BD sont assez galères à adapter. On a déjà parlé du physique improbable des personnages et de la difficulté à remplir les blancs entre les cases, mais un autre point incontournable chez Goscinny pose particulièrement question, les jeux de mots. J'aime beaucoup le calembour, qui n'est pas toujours populaire. J'ai habitué le lecteur au fait que on y va sans pudeur, sans filet, et là, j'en mets au maximum. Omniprésent dans les pages d'Astérix, le jeu de mots pose problème au cinéma. D'abord parce qu'à l'image d'Obélix dans Astérix chez Lego, c'est le genre de gag qu'on peut parfois mettre un peu de temps à comprendre. Ensuite, parce que le calembour reste un exercice éminemment littéraire et intellectuel qui, soyons honnêtes, suscite rarement d'énormes fous rires à l'écran. Je suis mon cher ami, très heureux de te voir. C'est un alexandrin. C'est particulièrement notable avec les noms propres inventés par Goscinny, forcément moins marrant à l'oral, puisque prononcer à haute voix « petit bonhomme à mon beau-fils » ou « ordre alphabétix » revient à peu près à expliquer la vanne. Parce qu'il s'appelle On, le mec. Conscient de cette problématique, Chabat cherche systématiquement à enrichir ses gags patronymiques, par exemple en les agrémentant d'une prononciation hasardeuse, Vous connaissez Panobamélix? d'une référence pop culturelle, Je m'appelle Itinéris. J'écoute. Vous avez de nouveaux messages. ou bien des deux à la fois. Cours, Astérisque! Cours! En vérité, la question du jeu de mots n'est pas du tout un obstacle pour Alain Chabat, qui estime même, au contraire, que le comique peut se nicher jusque dans la sonorité des mots. Il y a des trucs qui me font marrer, je sais pas pourquoi. Il y a des mots qui me font marrer, je sais pas pourquoi. 12, pour moi, me fait rire. C'est absurde, mais je trouve ce mot rigolo. Ce rapport très organique à la langue permet à Chabat d'enrichir l'humour de Goscinny pour le rendre moins littéraire et plus cinématographique. Et là-bas, les jardins. Avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Plutôt que de jouer avec le sens des mots, comme dans les calembours traditionnels, Chabat préfère généralement s'amuser de leur prononciation ou de leur agencement, en particulier via le personnage de Numéro bis. Je préfère quand c'est un peu trop, plus, moins calme. Si tout le monde n'a pas le timing comique de Jamel, tous les personnages participent à ces jeux sur le langage à travers des prononciations fantaisistes, Descends de ce sphinx! Caesar. C'est un droïde. des tournures de phrases un peu hasardeuses, J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu. des expressions latines plus ou moins attestées, Oh bah gentiment, ça va se mettre en place. Tranquilloum. ou des termes jargonnants, parfois un peu trop obscurs. Paré à l'abordage, papa! Souquez les artémuses! Du calme, ma fille, du calme. En plus, ça veut rien dire, souquer les artémuses. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Au final, si on dénombre une trentaine de gags basés sur la langue dans l'album original, l'adaptation de Chabat en compte presque 3 fois plus. Et oui, on a vraiment compté. D'ailleurs, cette frénésie de gags est loin de se limiter aux jeux de mots. Au total, dans le film, on peut en dénombrer plus de 500. Ah, c'est surprenant. Ah oui. En fait, ce n'est pas si surprenant de la part de l'ex-membre des Nuls, dont le style, comme on l'avait vu dans notre épisode sur la Cité de la Peur, se caractérise précisément par cette abondance de gags. Vous êtes Odile Doré? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Dans le cas d'une adaptation, on pourrait penser que tous ces gags inédits sont un risque de déroger au sacro-saint esprit de l'œuvre originale. Mais pas ici, car justement, la dose importante d'humour est une part essentielle de l'ADN d'Astérix. Un scénario René Goscinny est un scénario propre. Un scénario René Goscinny fait toujours rigoler. René Goscinny, le scénariste de Paris que la Seine-et-Oise nous envie. Quand Goscinny écrit, son objectif principal est de faire rire. Les albums d'Astérix sont donc constellés de gags de toutes sortes, parfois une dizaine dans la même page. Pour maintenir ce rythme très soutenu tout en écartant ceux qui sont inadaptables au cinéma, Alain Chabat a dû s'appliquer à en inventer de nouveaux. En fait, c'est les fouetteurs qui se relaient, regardez. La tradition veut qu'ils s'échangent leurs cheveux. Si on examine par exemple les pages 16 et 17 de la BD, Chabat conserve la satire anachronique des revendications syndicales, l'idée absurde d'une demande de diminution, la démonstration des pouvoirs de la potion magique ou le running gag d'Obélix qui tente par tous les moyens de s'en faire servir une louche. Non! Il laisse de côté l'idée du gros chien poursuivi par Edéfix sous potion et la blague des calembours intraduisibles en hiéroglyphes, mais il ajoute pêle-mêle une parodie de Manif, Pas content! une ref à l'actu politique, 35 heures, ça marchera jamais, ça va entraîner un tas de complications. un jeu de mots inédit, Itinéris a raison de pas se laisser faire. ainsi que diverses références pop culturelles, des impros de Jamel et une foule de petits gags visuels plus ou moins subliminaux. L'approche se démarque donc radicalement de la version Zidi. Là où le premier film privilégiait les séquences d'action, en culminant sagement à un gag par minute, Chabat a clairement choisi son camp. Son Astérix est une pure comédie. J'aime pas tellement quand tu ris comme ça, papa. Ça me fait peur. Or, pencher à ce point en faveur du rire est loin d'être anodin pour une si grosse machine. Car la comédie, parce qu'elle repose non seulement sur la langue mais aussi sur un certain nombre de références culturelles, est certainement le genre le plus difficile à exporter à l'international. Et cela influe logiquement sur la production des films. Tandis que l'adaptation de Zidi a bénéficié d'importants financements allemands et italiens, celle de Chabat, plus comique, et donc résolument tournée vers le marché domestique, s'est faite avec un budget presque 100% français.
On peut d'ailleurs en constater les effets au box-office. Si Mission Cléopâtre a réalisé en France un bien meilleur score que le premier opus, c'est loin d'être le cas à l'étranger, si bien que d'un point de vue international, le succès des deux films est globalement similaire. En fait, bien que l'action de Mission Cléopâtre se déroule principalement en Égypte, Alain Chabat a réalisé une œuvre, et on l'a vu, une comédie, fondamentalement française. C'est la Gaule. Ainsi, alors que le film de Claude Zidi réunissait un casting hybride composé d'anciens combattants du cinéma populaire et de quelques figures de l'art-essai européen, celui d'Alain Chabat propose un instantané de l'humour français, brassant sans complexe toutes les générations et les sensibilités comiques. Christian Clavier, champion incontesté du box-office, donne la réplique à Édouard Baird et Géry Intello de l'écurie Canal. Claude Rich, doyen de la bande du Conservatoire, côtoie Isabelle Nanty, figure tutélaire des Robins des Bois, et Gérard Darmon croise Dieudonné, Édouard Montout ou Jean Benguigui, à défaut d'Omar et Fred, coupés in extremis au montage. Vous n'avez pas fini de colorier encore? Les hiéroglyphes, ça se peint délicatement, sinon c'est laid. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse du travail de Gaulois... D'accord, c'est bon, d'accord, ça va. Et puis, bien sûr, il y a Jamel Debbouze, cet enfant de trappe devenu fer de lance du stand-up français, qui malgré une expérience limitée au cinéma, se voit confier le rôle le plus important du film, reléguant au second plan les deux héros du titre. Une volonté expresse de Chabat, qui dès le début du projet, avait insisté auprès de Claude Berry pour donner plus d'importance au personnage de Numéro Bis et l'écrire sur mesure pour Jamel. Attrape-moi si tu peux. Or, l'ensemble de ces choix de casting a une portée profonde. Là où le film de Zidi s'appliquait à proposer une aventure fédératrice destinée à toute la zone euro, Chabat a fait le choix plus radical d'assumer l'exigence première de la saga, faire un portrait en creux de la France contemporaine. Ça donne juste à côté des chambres. C'est peut-être pas l'idéal. Pour le bruit des odeurs? Il y en a que ça peut gêner. Les albums d'Astérix, sous couvert de récits antiques, parlent de la France au présent. Astérix chez les Bretons met en scène le développement des lotissements pavillonnaires, le domaine des dieux égratigne les dérives de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Astérix et le Chaudron parodie le langage déshumanisant de l'administration, et le cadeau de César tourne en dérision la campagne présidentielle de 74. Je vous ai interrompu, M. Mitterrand, parce que vous parlez toujours plus que moi et que j'ai droit à l'égalité des temps de parole. Par ailleurs, comme l'écrit l'historien Pascal Horry dans sa biographie de René Goscinny, la série parle à longueur de planche d'identité culturelle. Par-delà leurs costumes d'époque, les Gaulois du village des fous sont des caricatures de Français du XXe siècle. En contrepoint, les différents peuples rencontrés répondent tous à des stéréotypes appuyés qui rejoignent eux aussi des clichés contemporains. Les Bretons sont flegmatiques, les Gauls sont rigides et les Helvètes raffolent de fondue au fromage. Le moindre détail, qu'il s'agisse des typographies utilisées, des costumes portés ou de la consonance des patronymes, peut contribuer à souligner l'identité de chacun et, par contraste, mettre en évidence celle des Gaulois. À table, il y a du sanglier qui vient d'arriver par galère. Ah, enfin, un repas normal. Ah oui? Des sangliers. Aux lentilles. Pour autant, ces représentations fatalement caricaturales ne sont pas à prendre au premier degré. À l'époque régulièrement taxé de chauvinisme, René Goscinny, qui avait grandi en Argentine puis aux États-Unis, a dû plusieurs fois sortir du bois pour mettre les choses au point. Je ne peux ni être chauvin ni nationaliste. Quelqu'un qui a beaucoup vécu à l'étranger ne peut pas l'être parce qu'il le voit de l'autre côté. Il arrive toujours que quelqu'un vous dise « Si ça vous plaît pas ici, rentrez chez vous ». On vous dit que vous venez manger leur pain. Alors, il faut être un demeuré pour après faire ça quand on rentre chez soi. Dans Astérix, je fais la parodie justement du nationalisme et du chauvinisme. Dès que mes personnages commencent à parler de cette façon-là, tout de suite, ils sont ridicules. Clairement, ce qui intéresse Goscinny et Uderzo, eux-mêmes fils d'immigrés polonais et italiens, n'est pas du tout de broder des aventures sur fond de roman national à la gloire de nos ancêtres les Gaulois, mais plutôt de questionner l'identité française pour s'en amuser un maximum. J'ai tout à fait pensé au mondial du bœuf à Lutèce. Non, on a un salon du bœuf une fois tous les 2 ans à Lutèce, on expose tous les nouveaux bœufs, toutes les nouvelles races de bœuf. C'est extraordinaire. À l'image de cette scène de visite du chantier, Alain Chabat aurait pu, en suivant cette logique, chercher à grossir le trait pour opposer les caractères et souligner les différences. Oui, c'est notre culture. Mais en réalité, ce ressort comique reste assez marginal dans le film. Car ici, les Romains et les Égyptiens, loin d'incarner une quelconque altérité, nous semblent particulièrement familiers. Et ce pour une raison simple, dans Mission Cléopâtre, tous les personnages ont quelque chose de français. Je sais pas si vous connaissez d'ailleurs ce très beau poème égyptien sur le Nil, justement. De l'intellectuel qui s'écoute parler à la syndicaliste énervée, en passant par l'artisan je m'en foutiste ou le légionnaire phocéen, les personnages ont beau être emperruqués, les stéréotypes qu'ils incarnent sont typiquement hexagonaux. Dès lors, peu importe si Cléopâtre est italienne, César natif d'Oran ou Caius Séplus originaire du Cameroun, tous participent à dépeindre la France du XXIe siècle, plurielle et cosmopolite. Dis donc, ton peuple, t'es quand même grec au départ, alors comme égyptienne de souche, j'ai vu mieux, excuse-moi. Finalement, c'est surtout à ce titre que Mission Cléopâtre est un marqueur de son époque. Itinéraire, je te capte plus là.
Pas tant parce que certains gags peuvent désormais échapper aux jeunes générations, ni parce que la moitié du casting a été cancel entre-temps, mais parce que sa diversité incarne parfaitement l'esprit d'un moment très spécifique de notre histoire contemporaine. Une courte période qui avait débuté en juillet 98 sur un doublé de la tête de Zinedine Zidane et la victoire en Coupe du Monde d'une équipe estampillée black, blanc, beurre. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Cette époque, l'historien Yvan Gastaut l'a décrit comme une parenthèse enchantée, un moment de recomposition et d'unité pour une France embrassant pleinement sa diversité. Cette courte lune de miel déborde largement le cadre sportif puisqu'elle s'accompagne d'une nette évolution des représentations dans la culture populaire qui ouvre grand ses bras aux enfants de l'immigration. Vous êtes le réparateur de chez Darty, c'est ça? On a eu droit à H sur Canal+, et Rachida Brakni à la Comédie Française. On a vu le 113 récompensé aux victoires de la musique. On a regardé Faudel débarquer chez Hortense dans Star à domicile. Et dans les salles obscures, on a flashé sur Samina Seri, lancé à 180 sur l'autoroute du kiff. Bonne caisse, bon pilote, c'est tranquille, sans risque. Tout ça donc avant d'assister à la folle ascension de ce petit mec avec une main dans la poche, successivement à l'affiche d'un film de potes générationnel, du plus gros succès français de l'année 2001, et enfin de ce qui allait devenir la comédie la plus culte du 21e siècle. Parce qu'il y a une période où c'était cool d'être arabe en France. 12 juillet 98, 11 septembre 2001, voilà. 3 années que j'ai baptisé les 3 glorieuses. Et oui, comme toute parenthèse est amenée à se refermer, dans un contexte politique qui exacerbe les crispations, les fractures ne tardent pas à se réveiller, en particulier au pays de la haine et de Dupont-la-Joie. Au printemps 2002, la fin de l'exploitation de Mission Cléopâtre coïncide assez ironiquement avec la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle, avant que quelques semaines plus tard, l'équipe de France se prenne une branlée en Corée. Ah oui, à la barre aussi! Pa, pa, pa. Pour ce qui est des comédies françaises, elles semblent depuis lors avoir perdu leur insouciance. Ces 20 dernières années, les grands succès populaires n'ont cessé de dépeindre une société malade de ses différences. Vous venez d'arriver, monsieur Ben Boudaoud. C'est à vous de faire un effort d'intégration. Qu'il s'agisse de confronter les gens du Sud à ceux du Nord, les grands bourgeois aux banlieusards, les valides aux handicapés ou les beaux-papas nostalgiques à des gendres pas très catholiques, l'enjeu, désormais, est systématiquement de réconcilier des communautés qui s'opposent, là où le film de Chabat ne faisait jamais des différences entre ses personnages une source de conflit. Moi j'aime ce qui rassemble. Le message d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre, il est très clair. C'est deux cultures qui se rencontrent, qui n'ont rien à voir, qui se regardent un peu comme ça et puis qui apprennent à vivre ensemble et puis finalement qui font tous un grand banquet à la fin. Donc voilà, c'est ça, c'est la mixité et puis c'est peu importe d'où on vienne, quelle couleur ou religion qu'on soit, c'est toujours pareil. Comédie phare d'une France utopique, Mission Cléopâtre nous a laissé entrevoir une chose, la possibilité d'une union par le rire. Et c'est peut-être ça, au fond, le sujet d'Astérix et l'esprit Goscinny, l'idée d'un peuple d'irréductibles râleurs qui, bien conscients de leurs défauts, trouveraient leur salut dans les blagues et l'autodérision. Biberonné aux bons mots et à la galéjade, l'humour serait notre potion magique pour lutter contre l'obscurantisme et les tyrans de tout poil. Dès lors, pas la peine d'être nostalgique de l'éphémère harmonie de l'époque, elle a ouvert la voie. Après tout, on a même gagné une 2e Coupe du Monde. Charge à nous de ne jamais oublier ce qui nous rassemble et de résister encore et toujours en rigolant tous ensemble. Yeah. Believe it. J-A-M-E-L with the big Beagle double G. Et donc, l'animal qui a 3 bosses, c'est un chameau qui s'est cogné. Tiens, un chameau il a 2 bosses, et du coup il se cogne, et ça fait 3 bosses quoi. Non, je sais pas comment t'expliquer en fait, c'est simple en plus, c'est un chameau il a 2 bosses, tranquille, c'est le chameau de base, du coup il se cogne, 2 plus 1, ça fait 3. C'est pas un dromadaire, c'est un chameau, donc il se cogne une fois, du coup ça fait une bosse, et du coup ça devient un animal qui a 3 bosses.